Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de grosses inquiétudes sur la gestion des finances publiques au Cameroun. De nombreux dysfonctionnements persistent dans la maturation des projets, l'attribution des marchés publics, mais aussi des insuffisances de contrôle budgétaire. Une situation qui plombe la collecte des recettes nécessaires pour répondre aux besoins des populations. Un rapport d'évaluation internationale met à nu la malgouvernance financière au Cameroun. Les pouvoirs publics sont-ils impuissants face à la montée du grand banditisme, la recrudescence des litiges fonciers et la multiplication des conflits intercommunautaires qui minent le climat social dans la capitale économique du Cameroun? Une enquête réalisée à Douala 2e, c'est à suivre au cœur de ce journal, un arrondissement pris en tenaille par ces fléaux sociaux. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le Cameroun peine à assainir sa gestion des finances publiques. Un flou est orchestré dans les procédures de passation des marchés publics et l'insuffisance de contrôle budgétaire, ce qui plombe la collecte des recettes. C'est du moins ce que révèle une évaluation de l'administration publique et des différentes politiques mises en place au Cameroun. Ce rapport démontre à suffisance les difficultés du gouvernement à pouvoir répondre aux besoins des populations en raison de la mauvaise gestion des recettes collectées, mais aussi l'insuffisance de ces recettes. Élisée Bogba et Ike Cyril. Le Cameroun a mal à sa gestion des finances publiques, notamment à cause du flou qui entoure la procédure de passation des marchés publics, les contrôles internes et externes et bien d'autres. C'est la conclusion du rapport final sur la deuxième évaluation du système de gestion des finances publiques au Cameroun. Les sujets tels que l'intégration des politiques dans le budget, la maturation des projets inscrits dans le cadre budgétaire, le processus de contractualisation, de passation de marché, les procédures budgétaires dérogatoires, le contrôle interne et externe, les systèmes d'information des finances publiques sont autant de domaines dans lesquels des efforts importants restent à fournir. Menée suivant la méthodologie PEFA, dépenses publiques et responsabilités financières, l'évaluation met un point d'honneur sur la mauvaise élaboration des politiques qui déteignent sur la collecte des recettes financières. La gestion des finances publiques est complexe et elle est très loin d'être parfaite. Et il y a des méthodes d'évaluation, c'est-à-dire on élabore des politiques, on élabore des programmes et ensuite on met les moyens financiers à disposition. Le but final, c'est vraiment d'abord de bien collecter, donc de faire rentrer les recettes publiques, d'avoir une très bonne collecte, d'avoir une bonne base de données des contribuables. Avec cet argent puisse être utilisé au mieux pour les politiques publiques. Il est donc urgent pour le Cameroun d'engager la réforme de son système de gestion des finances publiques. Ce d'autant qu'à partir de 2019, l'État sera appelé à mieux structurer ses interventions pour relever les défis auxquels il fera face. L'année 2019, qui n'est pas très loin de nous, sera une année charnière qui marquera l'alignement de notre système de gestion des finances publiques aux directives communautaires de la CEMAC. Elle servira également cette année 2019 de point d'entrée du Cameroun dans la deuxième phase de la vision 2035 et la première année du troisième triennat de la réforme. Le rapport final sur la deuxième évaluation du système de gestion des finances publiques au Cameroun vient d'être présenté à Yaoundé. Élaboré avec le concours de l'Union européenne, il préconise des mesures vigoureuses dans les domaines de la gestion budgétaire et monétaire visant à rétablir une croissance économique forte, durable et inclusive au Cameroun. Le grand banditisme, les litiges fonciers et les conflits intercommunautaires minent le climat social dans le 2e arrondissement de Douala. Le nouveau sous-préfet Didier Bidia est appelé à combattre avec force cette insécurité et œuvrer pour la cohésion sociale. Le préfet Duvoury a prescrit cette feuille de route
lors de l'installation du nouveau chef de terre à Newbel, Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. Vous prenez la tête de l'un des arrondissements les plus criminogènes de Douala. Dixit Joseph Bertrand Maché, au nouveau sous-préfet de Douala 2e. À demi-mot, le préfet du département du Gori précise à l'attention de Didier Bidja qu'il s'installe à Newbel et donc dans un arrondissement historiquement rebelle. Une unité administrative où la distribution, la vente et la consommation de la drogue alimentent le vandalisme et les poches d'insécurité, décrit le patron du Gori au nouveau chef de terre. Un terreau du banditisme auquel se greffe désormais le développement des sectes s'indigne Denis Fampou, le maire de Douala 2e. Nous avons recommandé d'être très vigilants au plan du maintien de l'ordre. Et justement au plan du maintien de l'ordre de la sécurité, entendu comme protection des personnes et de leurs biens. Le chef de tutelle de l'arrondissement attire par ailleurs l'attention du sous-préfet entrant sur la nécessité d'œuvrer à la cohabitation pacifique des obédiences religieuses et ethniques qui font de Douala 2e une mosaïque parfois tumultueuse. Ici, comme vous le savez très bien, les problèmes interreligieux ou intra-religieux et les problèmes de leadership à la tête des communautés se posent avec acuité. Or, nous sommes dans un pays où les idéaux forts sont unité et intégration nationale, où le vivre ensemble semble de plus en plus devenir le leitmotiv du chef de l'État. Il est donc question pour le sous-préfet Bidja de faire de ces problématiques des agendas pertinents pour le succès de son magistère dans cet arrondissement. Douala 2e, c'est également les conflits fonciers récurrents dans cet arrondissement en déficit de terre. Administrateur civil principal et titulaire d'un doctorat en droit public, Didier Bidja, 51 ans, est en provenance de Bafoussam 1er, dans la région de l'Ouest. Il remplace comme sous-préfet de Douala 2e Garba Bakari, muté en Konsamba 1er, dans le département du Mungo. Vous l'avez suivi, Douala 2e est un arrondissement pris en tenaille dans une insécurité grandissante entre agression à ciel ouvert, la prospérité des cartels de drogue, mais aussi le grand banditisme. Les populations crient leur exaspération sans observer une réelle détermination des autorités sécuritaires à combattre ces fléaux. C'est le constat que font Farel Bounia et Flavien Valondongo dans ce reportage. Le 2e arrondissement de la ville de Douala peine à se défaire de l'étiquette de localité dangereuse où l'insécurité se conjugue au pluriel. L'oisiveté, l'analphabétisme, la pauvreté, tous ces ingrédients-là sont explosifs. Et quand vous avez ça, vous avez la drogue qui circule à côté. Donc c'est ça la difficulté de Douala 2e. Voilà qui est dit. La pauvreté, élément déclencheur du mauvais climat qui hante les habitants de Douala 2e. Il y a de ça peut-être 3-4 ans, Newbel était invivable. À la gare, derrière la gare où vous connaissez tous, le Newbel est mauvais, on fait le chambre et tout. Il y a toujours des agressions et le vol est accentué. Les autorités ne s'impliquent pas assez pour pouvoir éradiquer ce fléau. Pourtant, des autorités administratives, animées par une certaine négligence, selon des habitants du coin, avait annoncé à grand renfort de publicité la mise en place des comités de vigilance pour contrecarrer l'insécurité. Que non. Franchement, pour vous dire, il n'y a aucune comité de vigilance mise au point. J'ai grandi à Newbel-Makia, je sais de quoi je parle. Cette comité de vigilance n'est jamais mis en place. Le 2e arrondissement de la ville de Douala, qui a connu il y a quelques mois encore des manifestations de violence entre deux quartiers, vit un calme précaire. Les blessures de ce triste moment se cicatrisent au petit trou. Quand il y a le haut banditisme, il faut prendre les enfants avec du temps. Donc il faut les prendre avec des pincettes. Si on va brutalement, c'est difficile. Là, c'était une épreuve de force. Des prescriptions édictées par le gouverneur de la région du littoral au lendemain des violences survenues dans cette partie de la ville restent diluées dans de mauvaises habitudes. Ça veut dire que l'insécurité ne peut pas être bannie à zéro, mis à zéro. Donc il y a toujours un pourcentage environ de 15 à 20%. D'insécurité par rapport aux derniers événements. Pour parvenir à éradiquer l'insécurité dans cet arrondissement de Douala 2e, le nouveau patron de cette localité et ses collaborateurs doivent savoir utiliser le bâton et la carotte. Il faudrait qu'il soit surtout patient, mais ferme.
ferme, surtout ferme. Douala deuxième peut donc revenir une localité où il fait bon vivre si tous les acteurs qui y vivent s'impliquent de manière sincère. Dans le reste de l'actualité, la commission Mafani Moussongé doit prêcher dans les tout prochains jours l'évangile du bilinguisme dans les administrations publiques, mais avant l'exécution de son plan d'action, le pilote de l'appareil administratif a été installé ce jour. Le secrétaire général Chi Cornelius Assafor doit jouer un rôle clé dans la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Emmanuel Diop et Guy Zogo esquissent son portrait dans ce reportage. Le tout premier secrétaire général de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Chi Assafor Cornelius, qui vient d'entrer en fonction, est un homme au parcours plutôt étoffé. Inspecteur d'État, il a tour à tour travaillé dans le droit d'auteur, dans le cadre de la liquidation de la Société civile nationale du droit d'auteur, SOCINADA, puis s'est illustré encore davantage dans les opérations de contrôle des gestionnaires des crédits publics, conduisant parfois à l'arrestation de personnalités dans ce qu'on a appelé l'opération épervier. C'est donc un homme de dossier qui peut promettre la célérité. Je me ferai le devoir d'appliquer les principes de célérité de manière à ce que les dossiers soient traités dans les délais pour aider le président de la commission à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par le président de la République. Toutefois, son nom a souvent été au centre de polémiques, à l'instar des procès engagés contre lui par Alphonse Siam Siwe, ancien directeur général du port autonome de Douala, et Jeunesse Alima, ex-perceptrice du consulat du Cameroun à Marseille, ce qui avait conduit à sa suspension de ses fonctions. Les prescriptions du président de la commission ne sont donc pas superflues en ce sens. Vous prendrez les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation du travail de la commission. Vous assurerez la coordination administrative et la mise en œuvre des activités de la commission. Vous établirez les états financiers annuels, les programmes d'action et les rapports d'activité de la commission. Le nouveau secrétaire général, lui, prend un engagement solennel de donner le meilleur de lui-même. Je voudrais prendre ici et maintenant l'engagement solennel de tout faire pour contribuer de manière significative à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme à travers le travail, à travers les attributions qui sont les miennes. La commission en a en tout cas grand besoin, elle qui doit répondre à partir de l'immeuble Émergence à Yaoundé, son siège, aux attentes des Camerounais sur la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Je vous invite à présent à découvrir un autre visage du sous-développement dans l'arrondissement des Kondotiti, c'est dans la région du Sud-Ouest. Reportage Robert Mokoubé et Julingue Nyondé. Bekora Barambi, localité située dans l'arrondissement des Kondotiti dans le Sud-Ouest, abrite environ 15 000 âmes. Des habitants qui vivent dans des conditions précaires. Ces derniers affirment que l'un des premiers freins au développement de leur village, c'est l'enclavement du réseau routier. Les routes sont impraticables, pire encore en saison pluvieuse. On a beaucoup de problèmes ici à Bekora quand il pleut. Pour entrer ici chez nous au village, c'est fort. Quittant l'Aubert jusqu'à ici à Bekora, on a beaucoup de difficultés quand il pleut. L'absence de l'énergie électrique, de l'eau potable ou encore d'un centre hospitalier équipé rallonge la liste des maux qui freinent le plein épanouissement des riverains. Nous avons beaucoup de problèmes d'eau potable. Nous disons que si le gouvernement peut nous aider pour nous donner un peu l'eau potable ici chez nous à Bekora. Nous demandons au gouvernement de nous aider, pour nous aider pour tous les hôpitaux. Nous voulons un hôpital, peut-être un hôpital avec un médecin, pour ne pas aller jusqu'à Ekondotiti.
Nous voulons un hôpital ici à Bekora Barombi. Le village Bekora Barombi, zone essentiellement agricole, productrice de l'huile de palme et bien d'autres vivres, tarde à sortir du sous-développement. Les riverains qui ne savent plus à quel sens se vouer espèrent une vive réaction des autorités compétentes. À présent, les nouvelles des Lions indomptables à quelques jours de la Coupe des Confédérations prévue en Russie. D'ailleurs, ils y sont déjà bien installés et après une journée de repos mercredi, ils ont eu droit à des séances d'entraînement ce jeudi. Le programme complet des Lions indomptables est détaillé dans ce reportage d'Éric Watat et Gladys Sidier. Les Lions indomptables sont à Moscou. Hugo Bross et ses poulains ont pris leur marque ce jeudi sur le terrain du club mythique Spartak de Moscou. Après la lourde défaite concédée face à la Colombie en match amical mardi, la délégation camerounaise a posé ses valises en Russie pour la 10e édition de la Coupe des Confédérations. Les Lions indomptables ont bénéficié d'une journée de repos. Ils ont renoué ce 15 juin avec les exercices physiques dans l'enceinte de Renaissance Monac, l'hôtel de la délégation camerounaise à Moscou. Au programme de la journée, séance d'entraînement au stade du club Spartak de Moscou. C'est dans cette antre que les champions d'Afrique joueront en nocturne le dimanche 18 juin 2017, leur premier match de la Coupe des Confédérations contre le Chili, champion d'Amérique du Sud. L'équipe du Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, participe à la Coupe des Confédérations pour la 3e fois. Le meilleur parcours des Lions indomptables est celui de France en 2003. L'équipe, conduite par le capitaine Rigobert Song, était alors parvenue en finale, perdue devant la France, pays hôte, sur le score d'1-0. La Coupe des Confédérations 2017, organisée par la FIFA, se jouera du 17 juin au 2 juillet, avec la Russie, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, le Mexique, le Chili, l'Australie et le Cameroun, soit 8 équipes qui sont des champions continentaux, un champion du monde et le pays organisateur. La sortie des évêques du Cameroun continue d'alimenter les conversations dans le pays avec le ton ferme et les exigences pour faire la lumière sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. On en parle en deuxième partie de ce journal avec un sociologue expérimenté sur ces questions relatives au rapport tumultueux entre l'Église catholique mais aussi le pouvoir de Yaoundé, le docteur Charles Ngadifna. Elle a invité la deuxième partie de ce journal, mais avant, un public reportage sur une école primaire et maternelle bilingue dénommée MIMS Kidi qui est prête à accueillir tous les enfants à partir de 8 semaines à plus de 23 mois, notamment pour la crèche, mais aussi l'école maternelle et primaire. Reportage. MIMS Kiddies International Center for Early Childhood Development est une école bilingue qui développe le potentiel des enfants depuis leur tendre enfance. Créée le 14 février 2014, cette école accueille les enfants de 8 semaines à 23 mois dans les services de garderie, 24 à 59 mois à l'école maternelle et 60 à 72 mois à l'école primaire. En plus de cela, on y retrouve le service de soins après école, une expérience riche et engageante pour les enfants et un outil de soutien pour les parents. MIMS Kiddies International Center for Early Childhood Development est constitué de bouts de chou répartis en Creative Stars, Bright Explorers et les Hot Wheels. Ce 10 juin, à l'occasion de la cérémonie de graduation des Hot Wheels, les bouts de chou de ce temple du savoir ont émerveillé leurs parents au travers de leurs chants, récits et danses folkloriques. Donc mes sentiments sont un sentiment, n'est-ce pas, de satisfaction, de projection, de confiance. Les enfants nous ont montré qu'ils apprennent vite, ils grandissent, ça nous interpelle. Les années passent, nous devons nous engager davantage et permettre à nos enfants de grandir dans de meilleures conditions. La prestation du jeu ludique du tir à la corde qui opposait l'équipe Léopard à celle du Tigre présente à suffisance le potentiel dont regorgent ces enfants. La présentation des élèves graduants et la remise de leur diplôme étaient des moments riches en émotions. La fondatrice, tout émue, exprime sa satisfaction. This day particularly brings joy in my heart because when I started, it was a daycare. 4 children were registered here at the time.
And today 2 of them are still here. And they are now 5 years old and leaving kindergarten. I am so glad that they came in as babies and they are living as kids who are ready for elementary school. Mims Kidis est situé à Deido, derrière Total Bonateki, et est le lieu idéal pour la croissance des enfants. Il comporte des installations magnifiques et bien équipées, un jardin sensoriel extérieur, une salle de jeu, une chambre à coucher, un espace bien aménagé pour le goûter des tout-petits. Tout cet arsenal est fonctionnel pour enrichir l'expérience quotidienne des enfants. Je suis la reine du Star, le palais de l'unité, où vit le président Paul Biya Sékou chez moi à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, et je recoupe tous les ministères. De belles images de ces jeunes enfants. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Charles Ngadifina. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de votre téléjournal. Vous êtes sociologue, coordonnateur du cabinet du vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation à l'université de Douala. Vous avez suivi cette sortie assez inédite des évêques du Cameroun sur les circonstances, sur leur réaction par rapport au décès qualifié de tragique, d'assassinat brutal de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Quels sont les points saillants de ce discours qui ont le plus retenu votre attention? Alors je dois avouer d'entame que je l'ai suivi avec beaucoup d'émotion, comme d'abord un simple citoyen et puis un simple chrétien catholique, mais adoubé de ce que j'ai travaillé avec Monseigneur Bala lorsque j'étais en mission pour la conférence épiscopale sur la crise tchadienne de 2009. Donc c'est un évêque que je connais bien, donc c'est à ce triple titre que j'ai été touché du fond du cœur par la déclaration des évêques. Pour revenir maintenant au fond de votre question, je dois avouer que la déclaration des évêques vient à point nommé parce que tous les chrétiens, presque tous les Camerounais attendaient la position ou alors un mot de la conférence épiscopale et ça a été fait à leur dernier congrès extraordinaire. Maintenant, pour revenir sur la lettre et sans dissocier le fond de la forme, il faudrait quand même retenir qu'elle est une déclaration assez parfaite. Parfaite sur le plan de la syntaxe, parce qu'il est quand même question de construction phraséologique. Quand vous voyez la construction des phrases qui reviennent dans les 11 points évoqués par la lettre, au plan syntaxique, elle est parfaite. Également au plan de la sémantique également, parce qu'il s'agit également des considérations terminologiques, le style et la langue est assez maîtrisé et je n'en dirai pas plus sur le plan de la sémanthèse quant aux interprétations qui peuvent être faites sur le sujet. Alors, il y a le ton justement qui est utilisé et ces signes d'injonction, d'exigence. Pourquoi, qu'est-ce qui peut justifier l'utilisation d'un tel ton lorsqu'on connaît le caractère plus ou moins tempéré des évêques et des prélats? Pourquoi l'utilisation de ce ton? Le ton que je qualifierais de sulfureux et peut-être à la limite de corrosif atteste un peu des ras-de-bol que l'épiscopat camerounais a traversé. Vous n'avez qu'à voir l'approche nostalgique, j'allais même dire passéiste, qu'évoquent ou qu'empruntent les évêques en évoquant d'abord la mort du père Joseph Bassi en 88, 90 relayé par la mort en 91 de Yves Plumet, en 95 de Angèle Bervin, en 92 des sœurs de Djoum, ainsi de suite. Donc cette évocation nostalgique dans une approche méthodologique témoigne de l'amertume, témoigne du courroux, témoigne de l'ire, témoigne du dépit de l'épiscopat camerounais qui a été touché en plein cœur, parce que c'est quand même un évêque qui a été touché. Charles Ngadifina, on constate que les évêques du Cameroun insistent sur l'identité d'un meurtrier, le mobile et les circonstances de l'assassinat de l'évêque de Bafia. Alors, quelle raison? Sans grande indiscrétion, et puis pour ne pas trahir certains secrets, pour avoir quand même essayé de diviser avec 3 ou 4 évêques du Cameroun, il faudrait dire que chaque Camerounais peut se faire une opinion sur cette question. Du moment où l'hypothèse de la noyade a été écartée, les débats
se poursuivent dans les chaumières, même dans les rangs des évêques. Il est évidemment connu que l'évêque, s'il s'était suicidé, l'hypothèse peut-être des difficultés du diocèse, la pauvreté du diocèse, ainsi de suite, pouvait être alléguée. Mais à l'état actuel, il est clair que des pistes sont à éviter. Il ne s'agit pas d'un Camerounais classique, va-nu-pied, qui a tué l'évêque, puisque rien n'a été arraché à l'évêque. Donc, il n'y a qu'une piste criminelle qui relève d'une certaine préparation au haut niveau, parce qu'il est difficile de commettre un crime si odieux, si scrapuleux, et le faire d'une manière parfaite sans que les autorités en charge de la sécurité n'éventent. Donc c'est une préparation à un haut niveau qui implique donc quelques insinuations d'ordre éthique, d'ordre moral, relevant à ce qui taraude l'esprit du clergé ou alors l'esprit de l'Église catholique d'une manière générale, ce qui relève de l'homosexualité, de la pédophilie. Donc, d'une manière générale, le coup, on peut le dire, a été peut-être préparé, perpétré et réalisé par un gang qui relève une certaine assise qui peut être adossée sur des bases étatiques ou gouvernementales. Alors, vous avez cité une série noire d'assassinats de prélats non élucidés, mais aussi de religieuses. Comment expliquer que durant une quinzaine d'années, il y a eu toujours ce rapport tumultueux entre le clergé catholique, mais aussi le reste de la société camerounaise, le pouvoir politique, au regard de cette série noire d'assassinats des prélats? Disons que ce tumulte ou bien ce rapport un peu conflictuel ou antagoniste qu'entretient ce que je vais appeler le pouvoir temporel et le pouvoir religieux, ça se comprend au niveau d'abord de leurs attributs et de leurs essences. Vous comprenez bien que l'Église, ou alors le prêtre d'une manière générale, a vocation de dire la vérité, de prêcher l'objectivité, la rationalité et une sorte de solidarité mécanique à base de la miséricorde. Or, le politique par essence est défini comme quelque chose d'assez rusé qui recourt aux artifices, aux subterfuges, à la ruse et quelquefois au cynisme et au sadisme défini par ce que Machiavel a tenu dans l'approche éponyme, le machiavélisme. Donc, le politique ne peut pas s'accommoder de la vocation religieuse qui par essence et apaisé. Or, en politique, il faut parler plutôt d'intérêt organique ou alors de solidarité organique, c'est-à-dire basé sur des intérêts, des calculs. Et évidemment, c'est là où on se retrouve dans le créneau de tous les moyens sont bons et c'est la fin qui justifie les moyens. Mais le fait que ce soit des prélats qui soient la cible, notamment des évêques de l'Église catholique, des religieux et des prêtres, qui soient à chaque fois la cible des assassinats, vous l'avez dit, odieux, les Camerounais s'interrogent sur ces cibles privilégiées des gangsters, comme vous l'avez si bien décrit. Comment expliquer ça? Évidemment, vous posez une question assez importante, puisque dès la sortie de la lettre, j'ai pris sur moi d'appeler et de féliciter le président de la conférence épiscopale pour le temps. L'évocation en principe des prêtres qui sont passés par là, regardez au niveau de la date. Nous commençons en 88, nous finissons en 93, qui correspond évidemment à la période de Braise, qui correspond elle aussi à la renaissance du multipartisme. Donc, quelquefois, les prélats sont connus pour être des dépositaires, soit des secrets, soit des confidences de certaines populations, et qui sont au vent d'un certain nombre de choses. Donc, quand vous prenez la période 88, en commençant par le père Joseph Bassi, jusqu'en 95 par le père Angèle Bervin, y compris les sœurs de Djoum, et ainsi de suite et autres, vous comprenez bien que c'était des moments de Brest, donc ça correspond à certaines postures politiques ou alors à certaines déclarations ou alors à un recel d'informations géopolitiques ou alors géoéconomiques qui pouvaient bouleverser l'ordre étatique en place. Donc vous comprenez que ces dates ne sont pas choisies à dessein, ça correspond bien aux périodes de braise politique correspondant à la renaissance du multipartisme. Et puis, vous comprenez bien qu'un évêque, c'est quand même pas un masturbateur de conscience, mais quelqu'un qui peut orienter dans un sens ou dans un autre le sens, la conscience électorale des populations. Et pour cela, ils peuvent être craints pour dire ce qui est tu, pour dire ce qui est officieux, pour dire ce qui est latent. Alors justement, vous avez côtoyé la conférence épiscopale du Cameroun. Jusqu'où est-elle prête à aller pour que la lumière soit faite cette fois-ci sur le meurtre de l'évêque de Bafia, lorsqu'on sait qu'il y a eu d'autres assassinats qui n'ont jamais été élucidés et eux-mêmes, ils l'ont évoqué dans leur sortie épistolaire? Mais je crois que connaissant un peu la personne de Monseigneur Samuel Cléda, qui est actuellement président de la conférence épiscopale, et puis filleul d'un certain cardinal Toumi, je le connais pour quelqu'un qui a un peu de la verve, un peu de la hargne. Donc c'est quelqu'un, un jusqu'au boutiste, qui peut dire quelque chose en fonction de l'énergie que le Seigneur lui conférera, effectivement, de sa conscience. Mais il faudrait quand même aussi reconnaître quand même
pas pour décharger l'Église, une sorte de léthargie ou alors un égo nombriliste. Parce que Yves Plumet, ça fait quand même 1991. Qu'est-ce que les évêques ont entrepris? Or, au sein de chaque diocèse, il existe des cellules dites justice et paix qui devraient quand même essayer de tenir l'Église. Donc pour l'Église également, il y a également ce laxisme, cette léthargie qu'il faudrait décrire parce qu'il ne fallait pas attendre un évêque de plus, comme ils l'ont dit, un évêque de trop pour revenir à la charge. Monseigneur Plumet était tout aussi évêque et que les prélats devraient faire sienne leur réclamation pour que l'État dise la vérité et toute la vérité sur la question. Donc il ne fallait pas attendre un meurtre de plus ou alors un meurtre de trop pour revenir sur le sujet. Mais comme on le dit vulgairement, mieux vaut tard que jamais. Alors ce taux de criminalité qui augmente au Cameroun est aussi perceptible dans le 2e arrondissement de Douala. On a installé ce jour le sous-préfet de cet arrondissement. Il a été appelé à combattre ce grand banditisme qui fait beaucoup de dégâts à Douala 2e. Comment comprendre que cet arrondissement soit pris en tenaille dans cette insécurité grandissante depuis de nombreuses années sans que rien ne puisse être fait pour la combattre? De toute façon, 2 facteurs clés permettent de circonscrire la dimension criminogène assez exponentielle qui caractérise le quartier de Nubel. D'abord, c'est un problème de labellisation et de préjugés. Le quartier Nubel ne traîne pas une bonne réputation. C'est un quartier reconnu d'abord pour être le quartier qui géographiquement regorge une cellule de sûreté, si vous voulez, une prison, qui n'a pas une réputation assez simple et qui n'est pas un milieu assez voué. Et il y a un fort dosage, à la limite démesuré, des composantes ethniques qui peuplent la zone de Nubel. Comment ces composantes peuvent-elles influencer justement ce climat social qui devient délétère au fil des années? Alors quand vous prenez une mosaïque d'ethnies qui compose cette zone, mélangée à certaines composantes ethniques qui viennent des pays qui ne drainent pas une réputation non moins belliqueuse ou bien guerrière que des Tchadiens, que des Centrafricains, ainsi de suite et autres, ça ne peut donner que ce cocktail Molotov qui permet de nous établir dans une sorte d'insécurité. Mais il faudrait y voir également la panique ou la psychose qui a été prise au plus haut niveau. Si vous prenez ceux qui sont en charge d'assurer la sécurité des biens et des personnes et qu'ils craignent pour leur propre sécurité parce qu'ils peuvent être pris en tenaille, je crois qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Charles Ngadifna, il y a un autre facteur qu'un habitant de la 2e a évoqué, c'est celui de la pauvreté, le chômage des jeunes, l'oisiveté. Comment ces facteurs peuvent-ils influencer le niveau d'agressivité dans un tel arrondissement? La propension me semble être un peu plus faible parce que quand vous prenez la composition géographique, je ne pense pas que Douala 2e soit plus pauvre que Douala 6e qui est Manoka, qui est une île. Je crois que le spectre de pauvreté est un problème transversal et général qui ne saurait justifier ou légitimer le caractère criminogène des populations de Nubel. Donc il y a d'abord le plan directeur de cette zone qui doit être connu parce qu'il n'y a aucun sauvetage véritable qu'on peut envisager de par les constructions anarchiques, de par les voies. Ça c'est d'un. La deuxième, il y a un problème de circonscription assez géographique des cellules d'insécurité qui sont reconnues. Et il y a également une sensibilisation à faire pour la population parce qu'on peut arracher un sac d'une femme devant vous, mais personne ne réagit. On peut casser votre véhicule. Est-ce que ce n'est pas la peur des représailles qui justifie justement... C'est de cette peur ou de cette psychose malative, j'en parle, et qui atteint même ceux qui sont en charge de la sécurité, les gendarmes et les policiers, qui craignent pour cela, à forte raison, les simples populations qui ne disposent pas d'un arsenal de protection. Donc je crois qu'il y a ce train de mesures qu'il faut envisager. Un, rassurer nos forces de l'ordre ou alors les donner les équipements nécessaires pour parer à cette force d'insécurité. Deuxièmement, il y a quand même une évacuation ou alors un redressage sur le plan de l'urbanisation à effectuer dans ce quartier. Et puis, les contrôles de routine doivent être assez répétitifs, assez récurrents et que ceux qui sont pris dans ces genres d'opérations ne ressurgissent pas 1 heure, 2 heures après pour narguer ceux qui ont trahi. Est-ce qu'il n'y a pas un processus de socialisation davantage de cette jeunesse qui est généralement celle qui se retrouve parmi ces gangs de malfrats qui agressent à ciel ouvert, qui font dans du grand banditisme? Est-ce qu'il n'y a pas des infrastructures qu'il faudrait mettre en place, selon vous, des politiques publiques axées vers cette jeunesse qui est dépravée? Ça peut permettre peut-être d'atténuer, mais je ne pense pas que c'est un facteur assez essentiel qui légitime cette... Parce que quand vous prenez Douala 3e, qui correspond à Nubel, c'est pas aussi vaste que Bonabéry, qui comporte également d'autres ethnies dites un peu réfractaires, un peu rebelles, qui a beaucoup des anglophones dans la zone. Donc je crois que c'est un problème de politique générale, de mettre des structures ou alors de pourvoir des emplois pour occuper des jeunes, pour essayer de les détourner de cette vocation-là. Mais tant que ce cosmopolitisme à tout craint persiste,
Tant que les autorités en charge de la répression ou bien d'assurer la sécurité ne prennent pas à bras le corps cette situation, donner les emplois à tout le monde, je crois que vous chassez le naturel, il reviendra au galop. Merci Charles Ngadifina. Je rappelle que vous êtes sociologue, coordonnateur du cabinet du vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation à l'université de Douala. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Vous suivrez ce soir Regard social, juste après cette édition du 20h, émission présentée par Éric Fernand Kouamo. Merci de rester sur Equinox Télévision. Méthodologie PEFA, dépenses publiques et responsabilités financières. L'évaluation met un point d'honneur sur la mauvaise élaboration des politiques qui déteignent sur la collecte des recettes financières. La gestion des finances publiques est complexe et elle est très loin d'être parfaite. Et il y a des méthodes d'évaluation, c'est-à-dire on élabore des politiques, on élabore des programmes et ensuite on met les moyens financiers à disposition. Le but final, c'est vraiment de faire d'abord de bien collecter, donc de faire rentrer les recettes publiques, d'avoir une très bonne collecte, d'avoir une bonne base de données des contribuables. Avec cet argent puisse être utilisé au mieux pour les politiques publiques. Il est donc urgent pour le Cameroun d'engager la réforme de son système de gestion des finances publiques. Ce d'autant qu'à partir de 2019, l'État sera appelé à mieux structurer ses interventions pour relever les défis auxquels il fera face. L'année 2019, qui n'est pas très loin de nous, sera une année charnière qui marquera l'alignement de notre système de gestion des finances publiques aux directives communautaires de la CEMAC. Elle servira également cette année 2019 de point d'entrée du Cameroun dans la deuxième phase de la vision 2035 et la première année du troisième triennat de la réforme. Le rapport final sur la deuxième évaluation du système de gestion des finances publiques au Cameroun vient d'être présenté à Yaoundé. Élaboré avec le concours de l'Union européenne, il préconise des mesures vigoureuses dans les domaines de la gestion budgétaire et monétaire, visant à rétablir une croissance économique forte, durable et inclusive au Cameroun. Le grand banditisme, les litiges fonciers et les conflits intercommunautaires minent le climat social dans le 2e arrondissement de Douala. Le nouveau sous-préfet Didier Bidja est appelé à combattre avec force cette insécurité et œuvrer pour la cohésion sociale. Le préfet Duvori a prescrit cette feuille de route lors de l'installation du nouveau chef des terres à Newbel, Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. Vous prenez la tête de l'un des arrondissements les plus criminogènes de Douala. Dixit Joseph Bertrand Maché, au nouveau sous-préfet de Douala 2e. À demi-mot, le préfet du département du Vori précise à l'attention de Didier Bidja qu'il s'installe à Newbel et donc dans un arrondissement historiquement rebelle. Une unité administrative où la distribution, la vente et la consommation de la drogue alimentent le vandalisme et les poches d'insécurité, décrit le patron du Vori au nouveau chef de terre. Un terreau du banditisme auquel se greffe désormais le développement des sectes s'indigne Denis Fampou, le maire de Douala 2e. Nous avons recommandé d'être très vigilants au plan du maintien de l'ordre. Et justement au plan du maintien de l'ordre de la sécurité, entendu comme protection des personnes et de leurs biens. Le chef de tutelle de l'arrondissement attire par ailleurs l'attention du sous-préfet entrant sur la nécessité d'œuvrer à la cohabitation pacifique des obédiences religieuses et ethniques qui font de Douala 2e une mosaïque parfois tumultueuse. Ici, comme vous le savez très bien, les problèmes interreligieux ou intra-religieux et les problèmes de leadership à la tête des communautés se posent avec acuité. Or, nous sommes dans un pays où les idéaux forts sont unité et intégration nationale, où le vivre ensemble semble de plus en plus devenir le leitmotiv du chef de l'État. Il est donc question pour le sous-préfet Bidja de faire de ces problématiques des agendas pertinents pour le succès de son magistère dans cet arrondissement. Douala 2e, c'est également les conflits fonciers récurrents dans cet arrondissement en déficit de terre.
Administrateur civil principal et titulaire d'un doctorat en droit public, Didier Bidja, 51 ans, est en provenance de Bafoussam 1er, dans la région de l'Ouest. Il remplace, comme sous-préfet de Douala 2e, Garba Bakari, muté en Konsamba 1er, dans le département du Mungo. Vous l'avez suivi, Douala 2e est un arrondissement pris en tenaille dans une insécurité grandissante entre agression à ciel ouvert, la prospérité des cartels de drogue, mais aussi le grand banditisme. Les populations crient leur exaspération sans observer une réelle détermination des autorités sécuritaires à combattre ces fléaux. C'est le constat que font Farel Bounia et Flavien Valondongo dans ce reportage. Le 2e arrondissement de la ville de Douala peine à se défaire de l'étiquette de localité dangereuse où l'insécurité se conjugue au pluriel. L'oisiveté, l'analphabétisme, la pauvreté, tous ces ingrédients-là sont explosifs. Et quand vous avez ça, vous avez la drogue qui circule à côté. Donc c'est ça la difficulté de Douala 2e. Voilà qui est dit. La pauvreté, élément déclencheur du mauvais climat qui hante les habitants de Douala 2e. Il y a de ça peut-être 3-4 ans, Nebel était invivable, frité. Je me ferai le devoir d'appliquer les principes de célérité de manière à ce que les dossiers soient traités dans les délais pour aider le président de la commission à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par le président de la République. Toutefois, son nom a souvent été au centre de polémiques, à l'instar des procès engagés contre lui par Alphonse Siam Siwe, ancien directeur général du port autonome de Douala, et Jeunesse Alima, ex-perceptrice du consulat du Cameroun à Marseille, ce qui avait conduit à sa suspension de ses fonctions. Les prescriptions du président de la commission ne sont donc pas superflues en ce sens. Vous prendrez les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation du travail de la commission. Vous assurerez la coordination administrative et la mise en œuvre des activités de la commission. Vous établirez les états financiers annuels, les programmes d'action et les rapports d'activité de la commission. Le nouveau secrétaire général, lui, prend un engagement solennel de donner le meilleur de lui-même. Je voudrais prendre ici et maintenant l'engagement solennel de tout faire pour contribuer de manière significative à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme à travers le travail, à travers les attributions qui sont les miennes. La commission en a en tout cas grand besoin, elle qui doit répondre à partir de l'immeuble Émergence à Yaoundé, son siège, aux attentes des Camerounais sur la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Je vous invite à présent à découvrir un autre visage du sous-développement dans l'arrondissement des Kondotiti, c'est dans la région du sud-ouest. Reportage Robert Mokoubé et Julingue Nyondé. Bekora Barambi, localité située dans l'arrondissement des Kondotiti dans le sud-ouest, abrite environ 15 000 âmes. Des habitants qui vivent dans des conditions précaires. Ces derniers affirment que l'un des premiers freins au développement de leur village, c'est l'enclavement du réseau routier. Les routes sont impraticables. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de grosses inquiétudes sur la gestion des finances publiques au Cameroun. De nombreux dysfonctionnements persistent dans la maturation des projets, l'attribution des marchés publics, mais aussi des insuffisances de contrôle budgétaire, une situation qui plombe la collecte des recettes nécessaires pour répondre aux besoins des populations. Un rapport d'évaluation internationale met à nu la malgouvernance financière au Cameroun. Les pouvoirs publics sont-ils impuissants face à la montée du grand banditisme, la recrudescence des litiges fonciers et la multiplication des conflits intercommunautaires qui minent
le climat social dans la capitale économique du Cameroun. Une enquête réalisée à Douala 2e, c'est à suivre au cœur de ce journal, un arrondissement pris en tenaille par ses fléaux sociaux. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le Cameroun peine à assainir sa gestion des finances publiques. Un flou est orchestré dans les procédures de passation des marchés publics et l'insuffisance de contrôle budgétaire, ce qui plombe la collecte des recettes. C'est du moins ce que révèle une évaluation de l'administration publique et des différentes politiques mises en place au Cameroun. Ce rapport démontre à suffisance les difficultés du gouvernement à pouvoir répondre aux besoins des populations en raison de la mauvaise gestion des recettes collectées, mais aussi l'insuffisance de ces recettes. Élisée Bogba et Ike Cyril. Le Cameroun a mal à sa gestion des finances publiques, notamment à cause du flou qui entoure la procédure de passation des marchés publics, les contrôles internes et externes et bien d'autres. C'est la conclusion du rapport final sur la deuxième évaluation du système de gestion des finances publiques au Cameroun. Les sujets tels que l'intégration des politiques dans le budget, la maturation des projets inscrits dans le cadre budgétaire, le processus de contractualisation, de passation de marché, les procédures budgétaires dérogatoires, le contrôle interne et externe, les systèmes d'information des finances publiques sont autant de domaines dans lesquels des efforts importants restent à fournir. Mené suivant la méthode. À la gare, derrière la gare où vous connaissez tous, les nebel et mauvais, on fait le chambre et tout. Il y a toujours des agressions et le vol est accentué. Les autorités ne s'impliquent pas assez pour pouvoir éradiquer ce fléau. Pourtant, des autorités administratives, animées par une certaine négligence, selon des habitants du coin, avaient annoncé à grand renfort de publicité la mise en place des comités de vigilance pour contrecarrer l'insécurité. Que non. Franchement, pour vous dire, il n'y a aucune comité de vigilance mise au point. J'ai grandi à Neuben-Makia, je sais de quoi je parle. Cette comité de vigilance n'est jamais mis en place. Le deuxième arrondissement de la ville de Douala, qui a connu il y a quelques mois encore des manifestations de violence entre deux quartiers, vit un calme précaire. Les blessures de ce triste moment se cicatrisent au petit trou. Quand il y a le haut banditisme, il faut prendre les enfants avec du temps. Donc il faut les prendre avec des pincettes. Si on va brutalement, c'est difficile. Là, c'était une épreuve de force. Des prescriptions édictées par le gouverneur de la région du littoral au lendemain des violences survenues dans cette partie de la ville restent diluées dans de mauvaises habitudes. Ça veut dire que l'insécurité ne peut pas être bannie à zéro, mis à zéro. Donc il y a toujours un pourcentage environ de 15 à 20% d'insécurité par rapport aux derniers événements. Pour parvenir à éradiquer l'insécurité dans cet arrondissement de Douala 2e, le nouveau patron de cette localité et ses collaborateurs doivent savoir utiliser le bâton et la carotte. Il faudrait qu'il soit surtout patient, mais ferme. Ferme, surtout ferme. Douala 2e peut donc revenir une localité où il fait bon vivre si tous les acteurs qui y vivent s'impliquent de manière sincère. Dans le reste de l'actualité, la commission Mafani Moussongé doit prêcher dans les tout prochains jours l'évangile du bilinguisme dans les administrations publiques, mais avant l'exécution de son plan d'action, le pilote de l'appareil administratif a été installé ce jour. Le secrétaire général Chi Cornelius Assafor doit jouer un rôle clé dans la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Emmanuel Diop et Guy Zogo esquissent son portrait dans ce reportage. Le tout premier secrétaire général de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Chi Azafor Cornelius, qui vient d'entrer en fonction, est un homme au parcours plutôt étoffé. Inspecteur d'État, il a tour à tour travaillé dans le droit d'auteur, dans le cadre de la liquidation de la Société civile nationale du droit d'auteur, Socinada, puis s'est illustré encore davantage dans les opérations de contrôle des gestionnaires des crédits publics, conduisant parfois à l'arrestation de personnalités dans ce qu'on a appelé l'opération épervier. C'est donc un homme de dossier qui peut promettre la célérité